On est ici dans mon lieu à moi, donc ça c'est un peu mon atelier. Chaque fois que j'arrive dans cet endroit-là, je me sens franchir je sais pas, un monde complètement magique. Un monde oublié, celui de l'asile. Nous sommes dans un hôpital psychiatrique abandonné de la région parisienne, datant de la fin du 19e siècle. Depuis près de 10 ans, Timéa, photographe hongroise installée dans l'Oise, explore ces lieux en Europe et aux États-Unis à la recherche des traces du passé. Là, il va faire attention à la marche, parce qu'en plus de ça, que ce qui est par terre, oh là là, tout ça, c'est des radios des patients. Hein. C'était fait 11 juillet 1990. Donc là, on se rend compte qu'en 1990, l'asile était encore en fonction. Ce qui reste de ces gens-là, c'est là. C'est réduit à un simple radio. Voilà. Et puis on peut imaginer de ce qu'ils sont devenus. Mais des fois, je trouve des radios où on voit même tout ce qu'ils ont avalé. Hein. Par exemple, par une tentative de suicide, des fois, on peut voir à l'intérieur de l'estomac des objets impressionnants. Au fil de ces explorations, Timéa découvre des centaines d'archives oubliées retraçant la vie des internés. Ces clichés lui permettent de sauvegarder ce patrimoine psychiatrique. Au milieu du XXe siècle, les asiles ferment peu à peu leurs portes, résultat du courant de l'antipsychiatrie qui défendait la réinsertion des fous dans la vie sociale. L'avènement des neuroleptiques permet des rémissions partielles de malades. Les hospitalisations diminuent, l'enfermement devient la dernière option. Ce sont maintenant des murs vides, hein. Il n'y a que notre imagination. Donc il y avait en fait les dortoirs. Normalement, dans les combles, à l'époque, ce n'était pas prédestiné pour faire loger les malades. Mais comme ils étaient de plus en plus nombreux, eh ben, ils ont mis, ici, là où on est, les lits les uns à côté des autres. Donc rien qu'ici, il y en avait à peu près 50 personnes qui passaient leur nuit. Dans les moindres recoins, la photographe est attentive aux détails, à la mémoire gravée. Voilà, ça, on voit vraiment des griffures, des patients, je les imagine vraiment très agités, très agressifs. C'est vraiment des cas très violents qui ont été enfermés dans cette chambre d'isolement. Au détour de chaque pièce, les découvertes sont surprenantes, comme des indices laissés à la postérité. Pourquoi je fuis la psychiatrie? Parce que les nerveux sont mélangés avec les malades mentaux. Je pense que mon cas nécessite un traitement en cas de crise nerveuse et c'est tout. Dernière visite obligée, l'ancien château d'eau. Timéa connaît bien ce bâtiment qu'elle a exploré à plusieurs reprises. Mais aujourd'hui, les portes sont verrouillées. À l'intérieur, des archives centenaires dégradées, les dossiers médicaux de patients depuis l'ouverture de l'hôpital. Timéa a gardé tous ces clichés, dernière preuve de ces vies cadenassées. C'est très intéressant de lire, hein, pour quelles raisons, par exemple, les patients ils étaient hospitalisés et des filles mères ils se retrouvaient à l'asile parce qu'ils considéraient que c'est une vie immorale. Ça correspond à la folie en fait. On voit bien que la personne est entrée à la date de l'entrée et puis pour la sortie c'est marqué la personne elle est décédée telle et telle date mais on voit pas tellement les sorties. Parce qu'à l'époque bien sûr ils considéraient que la maladie psychiatrique était inguérissable. Hein. Il y avait peu d'espoir que personne pouvait se retrouver, de retrouver la raison. L'hôpital psychiatrique de Clermont-de-Loise. Cette structure est toujours en service. 900 patients sont hospitalisés actuellement, mais cet établissement a accueilli jusqu'à 4500 malades. Cet asile était le plus grand d'Europe au XIXe siècle, mais aussi un des plus surpeuplés. Des patients de la région parisienne et de l'Oise, abîmés par l'alcoolisme, l'exode rural et la guerre, y étaient internés. L'hôpital disposait d'une ferme, d'une brasserie, d'une menuiserie, où travaillaient aussi les malades. Tous les corps de métier y étaient représentés, une ville dans la ville. En contrebas de l'établissement,
un bâtiment en toit d'ardoise abrite le musée Henri Theilloux, en lieu et place de l'ancienne morgue. Ça, c'est un appareil à scarification. C'est-à-dire que pour certaines vaccinations, je crois que c'était, enfin je ne vais pas trop m'avancer, mais peut-être la variole, on mettait un produit et puis on appliquait sur la peau et on faisait cette manipulation que je viens de faire afin que les sortes de lames, elles pénètrent dans la peau avec le produit. Chacune de ces antiquités provient du centre hospitalier isarien. Récupérée dans les caves et les bureaux et parfois chinée dans les brocantes durant de nombreuses années par un groupe de passionnés d'objets psychiatriques, d'anciens soignants et administratifs de l'hôpital. Certains objets ont près de 150 ans. Alors ici vous avez donc une camisole de mordeur, enfin en tout cas on appelle ça une camisole de mordeur. Il fallait protéger le patient de son auto-agressivité parce que beaucoup de patients se mordaient ou se cognaient le visage ou les yeux. Et ça a été fait aussi pour protéger les autres patients. Avant l'arrivée des neuroleptiques, avant l'arrivée des médicaments qui vont soigner les patients, eh bien, il était important de prévenir tout acte de violence. Jusqu'aux années 60, les traitements curatifs sont peu nombreux. Des méthodes comme la saignée, l'utilisation de sédatifs et la balnéothérapie côtoient des pratiques violentes comme la lobotomie, la flagellation et les électrochocs. Alors il est là. Alors c'est un sismotère. C'est ce qu'on appelle ordinairement donc l'appareil électrochoc. Ce type de traitement, c'était peut-être davantage pour traiter les maladies qu'on appelait à l'époque les maladies maniaco-dépressives. Aujourd'hui, on parle de bipolarité. Ces chocs électriques n'étaient pas si barbares que ça, puisqu'il y avait des patients qui subissaient ce traitement. Subissaient, c'est un mot d'ailleurs un petit peu grave pour ce traitement, mais qui le réclamaient aussi, parce qu'au bout d'un certain temps, ce traitement était très efficace. Il faut se remettre quand même à l'époque du début du 19e siècle, où il y avait très peu de médicaments. Pour contenir les marginaux et les fous, les asiles avaient mis en place des règles très strictes. À leur arrivée, les nouveaux patients étaient dépossédés de leurs affaires et isolés du monde extérieur. Dans cette petite pièce du musée, Timéa expose ses photos et ses installations qui retracent des fragments de leur vie. La première pensée qui m'est venue à l'idée, c'est de rendre la vie et de rendre la parole, parce qu'on sait que ce sont des personnes oubliées qui sont mortes à l'hôpital. Il y a des moments qu'on s'ennuie aussi, on ne voit pas l'avenir beau. On se fait de plus en plus vieux et la vie est impossible. C'est une triste fin. Ce n'est certainement point ce que nous avions rêvé non plus. Il y a beaucoup de profiteurs de cette maudite guerre, mais nous en sommes les victimes et les oubliés. Comment vous dire? Le temps qu'il a fallu, le cheminement qu'il a fallu pour qu'effectivement j'ose ouvrir le couvercle de cette boîte de Pandore. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi, parce que cette grand-mère, elle n'existait pas. Très indifférente, ne s'intéresse à rien, crie à toutes les heures des repas, réclamant beaucoup de pain. S'est disputée avec ses voisines, les traitant de vaches et de sales gueules. Le bulletin de santé du 4 juin 1942. J'ai le regret de vous informer que l'état de votre malade nous donne actuellement de vives inquiétudes. Vous pouvez venir la voir quand vous voudrez. Après le décès de sa mère, Isabelle découvre que sa grand-mère est décédée à l'asile de Clermont-de-Loise. 20 ans après, en 2016, elle consulte son dossier médical qui est désormais archivé au musée. Elle apprend que son aïeul est entré à l'hôpital en octobre 1941 pendant l'occupation allemande. Ma mère, en fait, a porté une énorme culpabilité. Une énorme culpabilité de demander l'internement de sa mère et que cette mère en soit morte. Parce que l'hôpital, logiquement, il soigne, quoi. Surtout l'asile. Les soignants indiquent quasiment au jour le jour. Enfin, c'est très touchant de voir ça. C'est-à-dire que moi, je me remets aussi dans les conditions de l'époque, parce qu'eux-mêmes subissent la guerre. Et en fait, il y a toujours le soin d'indiquer au jour le jour l'état dans lequel elle est. Agitation extrême avec anxiété, gémissements, pleurs, hurlements, se roule par terre, crache sur le parquet,
Elle était qualifiée comme psychotique. Alors j'apprends les soins qui lui sont prodigués, enfin à l'époque, avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire tout ce qui est les bains froids, etc., les électrochocs, enfin voilà, je lis tout ça, donc c'est déjà beaucoup d'émotions quand j'apprends ça, enfin quand même, et que ça n'a pas d'effet, et au fur et à mesure, ce que je lis, en fait, c'est qu'elle réclame du pain, elle réclame à manger. Sous l'occupation, le rationnement des denrées mises en place par Vichy ne permet pas de vivre. La population se nourrit grâce au marché noir qui s'arrête aux portes des asiles. Il y a des personnes qui ne survivent pas, dont ma grand-mère, voilà, et qui va partir, en fait, de ce qu'on appelle la cachexie. Le symptôme d'une dénutrition. Hélène Guerrier meurt le 7 juin 1942, au lendemain de son 47e anniversaire. Elle pesait 36 kilos. Un élément de l'histoire manque au dossier. Où Hélène a-t-elle été inhumée? Et c'est au cimetière de la ville de Clermont qu'Isabelle obtient une réponse. Vous avez la date? Elle est décédée le 7 juin 1942. Rappelez-moi le nom, s'il vous plaît. Guerrier, comme le guerrier, G-U-E-2-R-I-E-R. Oui, elle est là. Elle a été bien enterrée, effectivement, au cimetière de Clermont. Guerrier, Hélène, Henriette. C'est génial. Section K, il n'y a pas de numéro. Comme Hélène Guerrier, ici plus de 3500 pensionnaires de l'asile ont été inhumés pendant la Seconde Guerre mondiale, morts de privation. En France, à cette époque, 40 000 internés des hôpitaux psychiatriques, considérés comme inutiles pour la société, ont été abandonnés à leur sort. J'avais eu le témoignage d'un infirmier, on était au début des années 90, et il disait que voilà, dans son pavillon, il mourait une personne par jour en moyenne, et donc ils vont avec les malades cueillir des herbes, leur faire manger des racines, chasser le hérisson. Après-guerre, ces conditions de vie et de mort dans les asiles sont tues. Ce n'est qu'au début des années 90 que la société brise le tabou. Isabelle peut désormais se recueillir. Une stèle est inaugurée en mémoire de ces milliers de personnes oubliées, pour les familles, pour l'histoire.